Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à la prise en main de la FX30/FX3 puisqu'il s'agit du même boîtier, des mêmes menus. Alors ici j'ai la FX30 mais pour la FX3 en gros ça sera la même chose. On va avoir la prise en main d'un point de vue des menus, du boîtier en lui-même, configuration des boutons et tout ça. On va également jeter un coup d'œil à tout ce qui est connectivité avec l'application Creator App et Imagine Age qu'il y a sur iOS et Android et l'application Imagine Age pour pouvoir pareil contrôler le boîtier mais sur Mac ou Windows. Et à la fin, on jettera un coup d'œil sur l'application Catalyst. Catalyst qui est le logiciel de post-prod de Sony pour pouvoir stabiliser tes plans en post-prod grâce au gyro qu'il y a dans le boîtier et puis faire de l'étalonnage. Enfin bref, j'en dis pas plus et puis tout de suite on attaque. Je vais pas commencer par te dire ce qu'il faut modifier ou non tout de suite quand on ressort le boîtier. Je te propose qu'on fasse directement tous les menus ensemble et puis que je te dise ce qui est intéressant de modifier ou non. Commençons par l'interface vidéo, c'est pour ça qu'elle est faite. Alors déjà quand on va appuyer sur le bouton Disp directement en façade, on va avoir la possibilité d'afficher différentes informations. Par exemple, ici, on va avoir l'histogramme, ici le niveau, et puis ici d'autres informations comme la connectivité ou le mode de mesure. En haut à gauche, on va retrouver les informations de base comme le sound meter, notre mode de mise au point, donc ici on est en autofocus continu. Ensuite ici on a 709-800%, c'est parce que je suis en Rec 709 et donc j'affiche une lutte de visionnage et cette lutte en fait elle s'appelle Rec 709 à 800%, ça veut dire que la saturation est boostée. Après on va retrouver les informations d'enregistrement, donc là on est en 4K 25, je peux également passer en 4K 50, pourquoi pas. Et puis après on va avoir les informations de support, donc ici on peut voir que je peux enregistrer 15 minutes sur mon slot numéro 1, les informations de la batterie. Juste en dessous les informations du timecode. Alors le timecode c'est tout simplement un code temporel. Chaque image va avoir son code temporel. Par exemple chaque seconde tu vas avoir, si tu filmes à 25 images par seconde, tu vas avoir 25 images. Et donc chaque image va être attribuée à un code temporel. C'est comme une heure de la journée, là il est 17h27, et bien ce moment de la journée est attribué à cette heure-là. Le timecode, il y a différentes manières de le configurer. Tu peux soit le mettre en freerun. Alors freerun, ça va être intéressant si tu veux synchroniser plusieurs caméras entre elles, mais on va pas en parler. En fait, il va falloir connecter un boîtier sur la caméra et ça va permettre de synchroniser toutes les caméras entre elles avec le timecode. C'est pour ça que sur ton logiciel de montage, tu peux soit synchroniser via le timecode, soit via le son. Donc je te disais, il y a le freerun. Donc le freerun, ça va défiler en continu, comme si c'était une heure de la journée. Ou sinon, tu peux le mettre en mode rec run. Donc tu vois, moi par exemple, ici, je suis en mode rec run. Ok, tu vois, c'est marqué juste là. Ok, et donc là, quand je vais commencer à enregistrer, eh bien ça va commencer à défiler. Par exemple, on peut voir que la dernière fois que je l'ai réinitialisé, c'était il y a 27 minutes, 50 secondes et 22 centièmes. À chaque fois que je recommence un projet, c'est comme ça que je fonctionne, eh bien je réinitialise le timecode de manière à ce que ça recommence à zéro. Et comme ça, je sais qu'à chaque projet, j'ai enregistré tant de contenu vidéo. En bas, on va retrouver toutes les informations d'exposition, à savoir le shutter, l'iris, donc c'est l'ouverture du diaphragme. Le multimètre, on en avait déjà parlé dans ma vidéo sur le log. Alors il y a deux manières de l'utiliser, soit quand tu es avec un mode automatique, soit quand tu es en full manuel. Quand tu es avec un mode automatique, eh bien ce petit réglage là, en fonction de comment tu vas le configurer, eh bien il va indiquer à ton boîtier où il faut faire l'exposition, de manière à ce que tu sois correctement exposé sur une zone sombre ou sur une zone claire ou juste une moyenne de l'image. En revanche, quand tu es en mode full manuel, donc quand tous tes réglages sont en manuel, eh bien ça va être un indicateur d'exposition en moyenne. Et là, il me dit que en moyenne, mon image, la totalité de mon image, elle est exposée à plus 1,7. Et juste à côté, les réglages ISO, alors là tu le vois, on a beaucoup d'informations, on a un EI, un E, un H. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que généralement on a juste une seule valeur. Alors là en fait on a autant d'informations puisque on filme en mode Cine AI. Cine AI c'est le mode qui est sur toutes les caméras ciné de chez Sony et qui va permettre de superviser la prise de vue en profil log. Ça va assister la prise de vue. Alors je ferai une vidéo complète mais là je vais vraiment te dire tout ça dans les grandes lignes. Ça va automatiquement te faire passer entre tes deux bases ISO. Alors les deux bases ISO en S-Log 3 sur la FX30, elle est de 800 et 2500 pour la base ISO haute. Ça va également directement loquer la balance des blancs en la passant de automatique à manuel pour être sûr que tu sois en manuel. Puis tu le vois, on a également plusieurs valeurs et qui sont juste en bas. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le 2500? Le 2500, c'est tout simplement les ISO, hein. Ça ne change pas. Donc on peut soit switcher entre 800 ou 2500. Là tu vois, on a base ISO 800, base ISO 2500.
c'est parce qu'on a un double ISO natif hein, sur cette caméra. Et donc quand tu filmes en log, je te recommande vraiment de rester soit à 800, soit à 2500 dans la plupart des cas, puisque bah, c'est sur ces deux bases ISO là que tu vas avoir finalement la meilleure qualité d'image en termes de plage dynamique, de bruit, etc. Je vais te montrer comment je fais après pour switcher automatiquement entre mes deux bases ISO. Ensuite, juste à côté, on a un EI. Le EI, ça signifie tout simplement qu'on est en mode AI. Donc pour savoir si tu es en mode AI, bah, tu le vois, bah, il y a marqué EI. Et puis surtout, après, dans les menus, et bien directement dans principal numéro 2, on peut voir qu'on est bien en mode prise de vue log, ciné AI. Si tu te mets en off, bah, tu ne filmeras pas en log. Tu vois, là, on a directement ISO 250, c'est classique. Et si tu te mets directement en mode ciné AI, et bien là directement on a toutes ces informations qui apparaissent. Et juste à côté on a un 6.0e, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et bien c'est tout simplement un indicateur de la plage dynamique. Donc là on peut voir que on a 6 stops de plage dynamique dans les hautes lumières. Donc si je te montre cette charte qui est fournie directement par Sony, qui est tout simplement une charte quand tu vas filmer en mode ciné AI, et bien on peut voir que voilà, à partir de notre grille à 18%, eh bien, on va avoir 6 stops de plage dynamique dans les hautes lumières. Voilà, on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. En revanche, tu peux le remarquer que quand je change mon indice d'exposition, donc de base ISO, donc là je suis à 2500, je passe de 2500 à 800, et bien tu peux voir que mon indice de plage dynamique, il n'a pas changé, il reste toujours à 6.0E, donc 6 stops de plage dynamique dans les hautes lumières. Ça n'a pas changé parce que tout simplement c'est la même chose. On a un double ISO natif, c'est exactement la même chose que l'on soit sur la plage haute ou la plage basse. En revanche, on va pas avoir la même sensibilité ISO. Voilà, donc ne pas confondre l'index d'exposition qui, je peux l'ouvrir, hein, tu vois, là je peux modifier mes ISO, et la base ISO qui, tu vois, c'est réellement les deux paliers sur lesquels tu vas avoir le meilleur rapport qualité d'image plage dynamique. Juste à côté, on a un L ou un H, et bien tout simplement le L, ça correspond à notre première base ISO, donc la plus basse, en l'occurrence 800, et le H, donc high, ça correspond à notre base ISO haute. Et enfin pour terminer tout à droite, eh bien, on va avoir l'indicateur de balance des blancs, donc tu vois directement, par exemple ici je me mets en mode balance des blancs personnalisable, donc je peux choisir directement mes Kelvin, et bien hop, l'indicateur est juste là. Enfin pour terminer avec l'interface et pour introduire les menus, tu vois en haut à gauche on va avoir un petit F. Le petit F, bah, c'est tout simplement le mode vidéo, et ça va pas être un mode PASM, donc les modes d'exposition classiques que l'on va avoir sur quasiment tous les boîtiers que l'on va avoir sur le commerce, sauf que en fait sur la Cinema Line ça fonctionne différemment, c'est-à-dire que là on va pas être en mode PASM. Enfin, en tout cas, tu as la possibilité de le mettre en mode PASM, je te montrerai plus tard, mais ce n'est pas comme ça de base. De base, tu vas être en mode flexible. Flexible, c'est-à-dire que en fait, dans les réglages, tu vois, tu vas avoir tout en manuel, tu vois, directement. Ici, j'ai mon shutter, et bien, il est en manuel, mais je peux également le passer en automatique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mode flexible. Tous les réglages, tu peux les passer voilà, soit en automatique, soit en manuel. Voilà, en gros, le mode flexible, tu as la possibilité de faire ce que tu veux, mais si tu veux passer en mode PASM, c'est tout de suite dans les menus. Alors justement, les menus, c'est parti, on va commencer par tout en haut, le petit symbole étoile, et bien c'est tout simplement les menus personnalisés. Donc tu as la possibilité de te faire ton propre menu, de mettre des favoris sur certains réglages. Moi, tu vois, j'ai certains réglages qui sont juste là, j'ai qu'une seule page. Sur mon A7 IV, j'ai plus de pages parce que tu vas le voir sur la FX30, on a carrément un menu raccourci qui est super bien fait. Bref, dans mon menu personnalisé, tu vois, tu peux ajouter des éléments. Donc là, tu choisis des éléments directement dans les réglages. Tu peux également trier, supprimer, enfin bref, tu as plein de réglages. Et donc moi, j'ai ajouté le timecode preset. Donc tu vois là, par exemple, mon timecode, tu vois, il est déjà à 27 minutes. Et si je veux le réinitialiser, eh bien directement, timecode preset, hop, je fais OK. Et là, directement, on peut voir que eh bien, mon compteur s'est remis à 0. Ensuite, je vais avoir la luminosité de l'écran. Ça, je trouve ça plutôt intéressant quand tu es en extérieur ou en intérieur. Alors, généralement, je le mets toujours directement soit en manuel, soit en temps ensoleillé. Voilà, donc ça permet de faire en sorte qu'il soit plus ou moins lumineux. Ensuite, on va avoir les réglages de la sortie HDMI. Ça dépend si j'ai envie d'enregistrer en externe avec mon moniteur, puisqu'on a la possibilité d'enregistrer en RAW, enfin en sortie RAW avec la FX30. Après, aide affichage gamma, donc ça je l'utilise pas, puisque bah, directement le mode Ciné AI prend en compte ce genre de réglage. La loupe de mise au point, hop, on va voir ça après. Et puis ainsi de suite. Sur la FX3, la FX30, eh bien, on va avoir ce menu là qui est super bien fait. Et je ne sais pas pourquoi ils mettent pas ça sur toutes les caméras de chez Sony, parce qu'en fait c'est juste trop pratique. C'est tout simplement un menu raccourci qui va regrouper bah,
tous nos réglages de prise de vue. Ici, tu peux régler ta vitesse de défilement d'image. Donc, ça va être à combien d'images tu vas enregistrer. Donc là, on est à 50. Je peux passer à 25. Hop, juste là. À savoir qu'on n'a pas de crop en 4K 50 ou 60 sur la FX30. Ensuite, on retrouve les réglages du shutter. Tu vois, directement, tu peux changer. À savoir que directement, tu peux te mettre soit en auto, soit en manuel. Voilà, donc ça, c'est super pratique. Après, les réglages de la balance des blancs. Voilà. Tout ce qui est lutte, voilà, donc tu as la possibilité de sélectionner des luttes. Tu peux également importer des luttes, tu vois, user 1, user 2, tout ça, c'est pour importer des luttes. Pour importer, c'est très simple, tu fais clic vers la droite directement, et là tu peux importer directement une lutte. Donc il te suffit de mettre les fichiers directement sur ta carte SD et hop, tu importes. Alors la différence entre le mode Rec 709 800 et Rec 709 classique, c'est qu'en fait en mode 800, donc 800%, la saturation va être un peu boostée. Ça va te permettre d'avoir quelque chose, un aperçu de ce que tu vas pouvoir pousser à l'étalonnage. Et puis juste en dessous de notre sélection de lutte, tu vas avoir lutte on. Alors le lutte on, en fait, il te permet d'afficher à l'écran la lutte. Alors en fait, tu as deux choses. Attention. Alors ça, sélectionner la lutte, ça va te permettre de sélectionner une lutte qui va être affichée et qui va être liée à ton fichier vidéo. C'est-à-dire que par la suite, quand tu vas aller sur le logiciel Catalyst qui est le logiciel de post-prod de Sony, hein, je te l'avais dit, et bien directement tu vas pouvoir lui dire affiche la lutte qui est indiquée juste là. Donc tu vois par exemple quand je vais aller sur le logiciel Catalyst, si je lui dis affiche la lutte, et bien ça va me mettre la lutte directement qui est juste là, en l'occurrence Rec 709 800%. Donc en gros la lutte que tu sélectionnes là, c'est la lutte qui va être affichée à l'écran oui ou non, et qui va être aussi affichée sur ton logiciel de montage oui ou non si tu l'auras sélectionné. Et puis après, affichage lutte, et bien en gros ça va te permettre d'afficher à l'écran la lutte que tu as sélectionnée. Donc tu vois par exemple si je mets off, et bien directement là on est en aperçu Rec 709, voilà. Et si je mets on, et bien directement je vais avoir ma lutte qui est affichée. Après enregistrement proxy, donc ça va te permettre d'enregistrer des proxys directement sur ta carte. Les proxys, c'est des formats de fichiers, enfin des fichiers qui sont allégés. Donc par exemple, j'enregistre dans des codecs, des formats qui sont très lourds et qui ont du mal à être décompressés, et bien hop, j'ai la possibilité d'enregistrer également sur ma carte des proxys. Comme ça, sur ma carte, quand j'aurai terminé mon tournage, je vais avoir mon fichier vidéo en pleine qualité, mais qui a du mal à être lu sur mon ordinateur. Et je vais avoir également mon fichier proxy, fichier qui est allégé. Voilà, ça permet de gagner du temps. Je vais avoir tous mes fichiers qui sont enregistrés. Après, justement, les réglages d'enregistrement, tu vas avoir plein d'informations. Alors, le XAVC, ça correspond tout simplement au format du fichier qui utilise un codec H264. Donc ça, on ne peut pas le changer, hein, ça sera toujours le XAVC. C'est le format de fichier développé par Sony. Après, on va avoir soit HS, soit S. Alors, le HS, ça correspond à high speed, donc tu vas avoir un débit d'enregistrement qui est plus élevé par rapport au S qui correspond à standard, il me semble. Donc HS, tu vas avoir plus d'informations et des débits qui sont plus élevés. Après, je t'avoue que j'ai pas regardé s'il y avait une réelle différence en termes de qualité d'image pure comme ça. Mais voilà, HS, ça va vraiment avoir les débits maximum. C'est la qualité d'image maximum que tu vas pouvoir obtenir en long hop. Après, tu vas avoir la possibilité d'enregistrer soit en 4K ou en HD. Et on va avoir aussi un HS-L ou I, je sais jamais si c'est L ou I. Enfin bref, ça correspond au All Intra. En fait, tu vas avoir deux types de compression de fichiers, d'images. Soit, généralement, tu vas être en long hop. Le long hop, en fait, ça utilise un type de compression, ce qui va te permettre d'avoir des fichiers qui sont beaucoup moins volumineux, puisque, en gros, ça va enregistrer ta première image, ta dernière image, et puis uniquement les pixels qui vont changer dans l'image. Donc imaginons j'ai une feuille blanche, sur cette feuille blanche je place un point noir au milieu, et bien ça va enregistrer ma première image, ma dernière image, et puis uniquement les pixels au moment où je vais appuyer avec mon stylo sur la feuille. Tu vois, donc en gros, ça enregistre uniquement chaque pixel qui vont changer, tandis que le All Intra, eh bien en fait, ça va enregistrer, compresser chaque image indépendamment. Alors, la différence entre les deux, eh bien tout simplement, en All Intra, tu vas avoir beaucoup plus d'informations, tu vas avoir des fichiers qui sont beaucoup plus volumineux, et en fait, tu vas me dire, mais quelle est la différence à part finalement la taille de mes fichiers? Eh bien, tout simplement parce que en All Intra, tu vas aussi avoir moins de problèmes par rapport à certains types de scènes. Surtout quand je vais avoir des détails très fins, typiquement, je sais pas moi, de l'herbe, des feuilles,
enfin bref, des détails qui sont très fins. Sur du long op, je vais avoir tendance à avoir parfois des soucis à l'image quand je vais cropper, quand je vais zoomer, eh bien il va y avoir quelque chose qui cloche, tu vois. Tandis qu'en All Intra, ça sera parfait de A à Z, chaque image est traitée indépendamment. Et aussi, attention, en long op, du coup, comme tes images, elles sont vraiment très compressées, eh bien, au montage, il va te falloir une bête de course. Ça dépend si tu enregistres en HD, en 4K, enfin bref, voilà. Ton ordinateur, il va devoir décompresser tout ça, et ça demande beaucoup de ressources. Tandis qu'en All Intra, en fait, chaque image est compressée indépendamment, ton ordinateur a plus qu'à lire chaque image. Ça a une réelle différence en post-prod, voilà. Parfois sur des projets, bah, effectivement, j'enregistre en All Intra parce que je sais que je vais faire des effets, parce que je sais que bah, voilà, mon projet il va être conséquent et que j'ai pas envie de faire des proxys, de faire des machins, nanana. Tu vas avoir beaucoup plus de fluidité de travail et vraiment sérieusement, hein, parce que la différence, je la sens sérieusement, même sur une bête de course comme ça, je sens que voilà, il y a une très très grosse différence en termes de rendu, voilà, au niveau de la timeline et tout ça. En All Intra, ça sera beaucoup plus fluide et tu vas avoir beaucoup plus d'informations. Et enfin, grâce à la dernière mise à jour de la FX30, de la FX3, on a même de la DCI 4K. Alors, quelle est la différence entre la 4K et la DCI 4K ou la Cinema 4K, on l'appelle aussi comme ça? Eh bien, déjà, ça va être le nombre de pixels, le nombre d'informations et aussi le ratio. En fait, quand on va être en 4K, on va avoir un ratio 16 neuvième, alors que quand on va être en DCI 4K, on va avoir plus de pixels, ça va être plus étiré, et on va être en 19 neuvième. En DCI, tu filmes en All Intra, le ratio est différent, et puis voilà, c'est un peu le format cinéma, mais tu vas aussi avoir une différence par rapport à ta fréquence d'image, c'est-à-dire que là, tu vas pouvoir soit filmer à 50, soit à 25, bon là, jusque-là c'est classique, ou sinon 24. Et 24, c'est ce que l'on utilise aussi au cinéma pour pouvoir avoir quelque chose de plus cinématique et avoir un flou de bouger encore plus prononcé. À droite du format de fichier, tu vas avoir les réglages d'enregistrement. Donc on commence avec la première valeur, donc tu vas avoir soit 60, 100 ou 140 M lorsque l'on est en XAVCS 4K, hein, je le précise. Ça correspond au mégabit. Voilà, donc là, sur ce réglage d'enregistrement, donc quand on va être en 422 8 bits, on va être sur un débit de 60 mégabits par seconde. Et plus on monte, donc là par exemple 422 10 bits, on va être à 140 mégabits par seconde. Bien sûr, si je change, par exemple, je me mets en All Intra 4K par exemple, et bien là directement, on va être sur 250 mégabits par seconde. Et si je me mets en DCI 4K, ok, on va être à 500 mégabits seconde. Après, quand tu n'es pas en All Intra, je le précise, ou en DCI, donc quand tu es uniquement en HD ou en 4K, tu vois, en long op autrement dit, et bien directement tu vas pouvoir choisir l'information dans les couleurs. Donc soit tu es en 4.2.2, soit 4.2.0. À quoi ça correspond? Bah, ça correspond en gros, pour faire très simple, à la résolution de tes couleurs. Ça va être l'échantillonnage de tes couleurs, comment le capteur va s'adapter pour capturer les couleurs. Donc ça fonctionne sur un groupe de pixels, hein, donc sur tant de photosites, tant de pixels, et bien tu vas avoir tant qui va capturer telle couleur, etc. J'ai pas tout détaillé. En 4.2.2 versus 4.2.0, et bien en 4.2.2 tu vas avoir beaucoup plus d'informations dans tes couleurs. Tu vas avoir plus de précision, plus de détails dans les couleurs, puisque bah, le boîtier ne sera pas obligé de déterminer la couleur à cet endroit, puisque bah voilà, chaque pixel va capturer, enfin bref. Et enfin la différence, alors là on a que du 10 bits, mais la différence entre du 8 et du 10 bits, par exemple, hop, juste là, tu vois la différence entre ces deux valeurs là, 8, 10 bits, et bien ça va être la profondeur, le nombre de nuances de couleurs. Voilà, donc le nombre de couleurs. C'est très simple, en fait en 8 bits tu vas avoir beaucoup moins de couleurs, puisqu'il me semble que c'est 16,7 millions de couleurs, alors que en 10 bits c'est plus d'1 milliard de couleurs. Donc en gros, tu vas avoir beaucoup plus d'informations, voilà, en 10 bits, notamment sur des dégradés. Voilà, quand tu filmes des couchers de soleil et tout ça, c'est fortement recommandé de filmer en 10 bits, puisque sinon tu vas avoir très probablement l'effet de bending. Alors l'effet de bending, c'est quand tu vas avoir des gros dégradés de couleurs, et bien en fait, comme ta caméra en 8 bits n'est pas capable bah, voilà, de capturer toutes ces couleurs-là, et bien ça va faire des bandes. Voilà, des bandes de couleurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de nuances pour pouvoir faire le dégradé. Si tu fais de gros projets, etc., que tu vas avoir le plus de possibilités à l'étalonnage, et surtout si tu filmes des gros dégradés, eh bien c'est bien plus intéressant d'être en 10 bits. On passe maintenant sur le menu principal numéro 2. Donc là, premier onglet, tu vas avoir tout ce qui est réglage de prise de vue log. Donc soit tu te mets en mode off, donc là tu vas être en profil standard, donc tu vas pas filmer en log.
Soit tu te mets en mode ISO flexible, donc là tu vas pouvoir changer tes ISO comme n'importe quelle caméra, donc sur un A7S, un A7 IV, enfin bref, c'est classique quoi. Ou sinon, tu vas avoir 2 autres options. Donc tu peux, soit te mettre en mode Cine AI rapide, donc là, tu vas être en mode Cine AI Assist, donc je l'appelle comme ça moi. Quand tu vas directement, sur ton index, d'exposition, pour modifier tes ISO entre guillemets, et bien là, il va te dire quand tu vas passer de ta base ISO haute à ta base ISO, basse, tout en pouvant changer tes ISO, comme tout à l'heure. Donc là, tu vois, là, à partir de 2150, on passe de la haute à de la basse. Après, tout ce qui est formatage, donc là, tu peux formater tes cartes, je te le disais tout à l'heure. Là, tu peux régler tes supports d'enregistrement, donc soit tu enregistres sur l'emplacement 1, 2 ou, non, ou enregistrer en simultané. Les réglages de steady shot pour la stabilisation, donc là soit tu te mets en mode standard, donc ça va être la stabilisation mécanique, ou sinon tu te mets en mode active, tu vas avoir un crop de 8%, si je dis pas de bêtises, ouais, tu as un crop de 8% je crois, 8 ou 20. Il me semble que c'est 8, voilà. Et bah voilà, ça va être la stabilisation numérique en plus de la stabilisation mécanique. Le réglage de nom du fichier, très intéressant. Donc là, tu vois directement, tu arrives sur les réglages fichiers. Donc là, tu peux mettre un nom. Donc là, on est en mode série. Donc c'est-à-dire que bah, à chaque photo vidéo, eh bien, ça va passer de 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, tu vois. Ensuite, tu peux réinitialiser le compteur série. Donc là, je vais pas le faire. Donc en gros, ça va réinitialiser le compteur pour être à 0, 0, 0. Après, format non fichier. Donc là, on est en mode titre, c'est-à-dire que je vais avoir en premier lieu FX30, donc ça c'est le nom, le titre. Et puis après, tu vas avoir 1, 2, 3, donc ça c'est le nom du fichier, enfin le numéro. Tu peux également mettre date plus titre, tu vois. Donc là, ça va me mettre ma date en premier, après le numéro du fichier. Moi, je reste sur titre, donc c'est classique. Réglage ID cam, donc ça va te permettre d'attribuer en plus des métadonnées. Donc là, ici, on va être, par exemple, si je l'attribue, hein, on va être sur ma caméra A, ma bande numéro 1 et enfin position caméra. Donc là tu vas avoir CLR, donc c'est très simple. C pour centre ou center, L pour left et R pour right. Voilà, donc en gros tu choisis la position de ta caméra. Réglage nom du titre, donc ça en l'occurrence tu vois ici on lui a dit que format de fichier je veux le titre en premier et puis après le numéro. Et bien justement là tu vas pouvoir donner un titre à ton fichier et moi en l'occurrence à chaque fois je mets le nom de la caméra. Donc par exemple avec mon A7 IV il y aura A7 IV- et puis le numéro du fichier. Et sur la FX30, j'ai FX30- le numéro du fichier. Après, mode de mise au point, donc ça c'est très classique, autofocus continu ou manuel. Les zones, donc là tu peux soit te mettre en large, donc bah, en gros ça va faire la mise au point sur toute la zone du capteur. Soit zone, donc là tu peux bah, directement avoir des petits collimateurs, enfin un gros collimateur, tu vois. Ou sinon directement je vais avoir, tu vois, centre fixe, voilà. Ok. Ou sinon spot, donc là j'ai le choix entre plusieurs tailles, soit petit, soit grand, voilà. Et directement je peux déplacer mon collimateur. Je peux le déplacer grâce au joystick qui est sur le dessus, puis pour réinitialiser la position, j'appuie sur le joystick et hop, ça revient au centre. Ou sinon directement d'ailleurs tu peux cliquer sur l'écran, bon là je peux pas parce que j'utilise le moniteur, mais je clique sur l'écran et puis ça lance un tracking. Là je vais avoir la détection des visages, voilà, donc je me mets sur on ou off, la détection des sujets, donc humain, animal ou oiseau. Voilà, donc ça c'était pour les différents réglages que l'on va retrouver dans le menu principal 1 et 2. Maintenant, on va parcourir un peu plus rapidement les différents réglages que l'on a sur la caméra. Là, tu vas le voir, ça va être très intéressant. Alors, réglage vidéo, format de fichier, donc ça on a vu, réglage du film, ça on a vu, cadence d'image et tout ça. Réglage ralenti accéléré, ça on a vu aussi, enfin tu vas le voir quand tu passes en mode SNQ, tu vois, hop, si je passe en mode SNQ via le bouton mode, et eh bien directement je vais avoir la possibilité dans mon menu, hop, juste là, et bien de régler, tu vois, directement ma vitesse de défilement enregistrement et ma vitesse de défilement. Ensuite, donc réglage SNQ, on a vu, réglage de prise de vue log, on a vu, réglage proxy, compensation objectif. Alors ça, c'est pour régler certains défauts par rapport à des objectifs. Moi, je l'utilise pas, voilà, mais c'est fortement, il me semble, recommandé avec les objectifs de chez Sony. Tu vois, tu vas avoir différents réglages par rapport à la distorsion. Tu vois, tu peux régler ta distorsion en le mettant en auto ou non. Bon, ça, je déconseille de le faire, hein. Je te conseille de le faire directement sur ton logiciel de post-prod.
Mais tu as également compensation de variation. Donc ça va te permettre de faire en sorte d'éviter le focus breathing. Alors le focus breathing, c'est quand tu vas changer ta distance de mise au point, voilà, de passer d'un sujet proche à un sujet loin, et bien directement le cadre va changer. Voilà, ça va faire un effet de pompage, comme si ça changeait de cadre, tu vois, ça va zoomer, dézoomer en gros. Et bien en gros, ça permet de compenser ça. Ça marche, il me semble, uniquement avec les objectifs de chez Sony, puisque là, tu vois, on peut pas l'activer. Tu vois, il me dit objectif non valide. Formater carte, on a vu. Réglage support d'enregistrement, on a vu. Tu peux également, tu vois, ici. Gérer le commutateur auto support. En gros, dès qu'une carte va être remplie, eh bien ça va passer sur l'autre. Par défaut, c'est désactivé. Il faut l'activer. Je te conseille de le faire. Comme ça switch automatiquement entre tes deux cartes. Puis c'est également dans ce paramètre-là, dans ce menu-là, que tu vas pouvoir régler sur quelle carte tu veux enregistrer telle chose. Donc là, par exemple, je peux définir si j'ai envie d'enregistrer mes photos sur telle carte ou non. Donc tu vois, par exemple, mes photos, je peux les enregistrer soit en simultané, soit sur ma carte 2, etc. Et puis pareil pour les vidéos. Après, tout ce qui est réglage du fichier, ça on a vu. Mode de prise de vue, là tu vas avoir différentes choses. Alors, tu vois, par défaut, je t'ai dit qu'on est en mode flexible. Donc tu vas pouvoir choisir ce qui est en automatique ou non. Mais tu peux également switcher en mode PASM. Voilà, nous, on reste en mode flexible. Ici, tu peux régler tes modes personnalisés. Donc en fait, tu vois directement, là, je viens d'enregistrer sur la position numéro 1. Mais tu vois, quand tu vas dans mode, on a mémoire numéro 1, mémoire numéro 2, mémoire numéro 3. Eh bien, c'est tout simplement des interfaces personnalisées. Donc, tu vas pouvoir dire que quand je serai en mémoire numéro 1, eh bien, je veux avoir tel réglage. En fait, comment ça marche? Je vais faire tous mes réglages. Donc, imaginons que j'ai envie que quand je sois sur ma mémoire numéro 1, eh bien, je sois en XAVCS 4K. Voilà. Donc, imaginons je veux tel réglage. Et je veux mettre ça sur mon rappel numéro 1. Donc là, j'ai fait tous mes réglages. Je vais sur mode de prise de vue, mémorisation, et puis là directement je l'attribue sur ma mémoire numéro 1. Je peux également le mettre sur le 2, le 3 et ainsi de suite. Juste au-dessus, j'ai le rappel de prise de vue. Ça me rappelle ce que j'ai enregistré sur tel preset. Donc là directement, tu vois, quand je vais aller sur ma mémoire numéro 1, eh bien je vais avoir tous mes réglages que j'avais enregistrés. Ensuite, obturateur. Donc là, tu peux activer ou non le mode silencieux. Donc le mode silencieux, tu vois, quand tu vas déclencher l'enregistrement ou quoi, eh bien ça va pas faire de bruit. On n'a pas de shutter de toute façon, donc en photo, on s'en fout. Déclenchement sans objectif, là, je l'ai laissé suractivé puisque c'est une caméra ciné, donc ça va m'arriver parfois de mettre des objectifs full manuel. Et en gros, ça permet de faire en sorte que tu puisses quand même enregistrer ou prendre une photo, même s'il n'y a pas d'objectif qui est reconnu. Réglage anti-sentiment, donc ça, directement, ça va te permettre de faire en sorte de ne pas avoir d'effet de flickering. Et donc tu vois directement quand il est activé ce réglage, eh bien mon shutter, je vais pouvoir le faire varier très précisément. Tu vois, on a même une virgule, donc ça me permet vraiment de faire varier mon shutter et de faire en sorte de ne plus avoir cet effet de flickering. Enregistrement audio, donc là, il n'y a pas grand chose de plus. Il va y avoir des choses en plus si tu mets la poignée XLR pour avoir de l'XLR et tout ça, tu vas pouvoir gérer tes entrées. Mais voilà, en gros, c'est tout ce qui est niveau audio et tout ça. TC et UB, donc on va avoir différentes choses que j'ai modifiées hein, d'ailleurs. Donc timecode preset, donc là directement tu vas pouvoir réinitialiser le compteur ou le mettre à déjà avancé. Donc là par exemple je me mets à 3 minutes si j'ai envie de me mettre à 3 minutes, mais moi je me mets tout le temps à 0, donc voilà, ok. Timecode run, donc là tu peux soit le mettre en free run, c'est ce que je te disais tout à l'heure, soit en rec run. Donc quand je le mets en free run, tu vois que mon timecode il défile voilà, en boucle même si je n'enregistre pas. Moi, je l'ai changé et je l'ai mis en rec run puisque ça ne me sert à rien de l'avoir en free run. Et donc là, directement, quand je me mets hop en rec run, eh bien, ça va uniquement se déclencher quand j'enregistre. Après, stabilisation d'image, tout ça, on a vu. Réglage du zoom, donc ça va être intéressant si tu as notamment un objectif avec un zoom numérique, enfin la bague n'est pas mécanique, eh bien tu vas pouvoir aussi avec ce menu là régler la vitesse du zoom via directement le petit bouton, tu vois, qui est juste là, la petite molette qui est juste là. Et donc, tu vois, ça va te permettre de zoomer. Donc là, tu peux régler la vitesse du zoom, etc. Affichage, prise de vue. Donc là, tu peux afficher un quadrillage. Donc là, tu choisis ton quadrillage. Bon, ça, rien de spécial. Mais tu as également affichage de la mise en évidence quand tu enregistres. Et ça va te permettre d'afficher un cadre quand tu enregistres. Tu vois, quand tu enregistres là, autour de l'écran, tu as un cadre rouge. Et bien voilà.
en mettant en on ce réglage, eh bien, tu vas avoir ça et je te conseille de le faire. Affichage marqueur. Donc là, directement, tu peux afficher des marqueurs. Donc là, par exemple, tu peux mettre une zone de sécurité. Par exemple, imaginons que tu sais que tu vas mettre en post-prod une stabilisation. Et donc, du coup, ça va crop dans ton image. Eh bien, à ce moment-là, tu peux mettre une zone de sécurité. Donc, imaginons que je vais crop de 20%. Et bien là, je peux mettre une zone de sécurité à 80%. J'ai également tout ce qui est marqueur d'aspect. Donc, imaginons c'est pour les réseaux sociaux. Je sais que ça va être du coup en 9/16e. Bien directement, je peux mettre ça, hop, 9/16e. Puis une fois que c'est fait, bah, directement, tu mets affichage cadreur sur on. Voilà. Et quand tu vas te rendre sur ton affichage là, eh bien, tu vas avoir les marqueurs. Alors, tu ne les vois pas qui apparaissent à l'image parce que j'ai le moniteur qui est branché. Ça marche pas quand tu as un moniteur. Là, tu vas pas pouvoir voir avec le moniteur. C'est uniquement sur l'écran de la FX3, enfin de la FX30, que tu vas pouvoir visualiser ces aides-là. Dans mesure, ça va être utile surtout si tu utilises un mode, enfin un réglage en automatique, typiquement les ISO, le shutter ou quoi. Et bien directement, bah, tu peux définir ton mode de mesure, soit sur multi, soit sur centre, etc. Soit il va se baser en mode multi sur la totalité de l'image pour faire l'exposition. Donc il va faire une moyenne de l'exposition sur toute l'image de manière à ce que ça soit bien exposé. Mais voilà, en fonction des réglages de mode de mesure, eh bien, quand tu vas avoir un réglage en automatique, eh bien, il va faire l'exposition sur ce que tu auras demandé. Priorité au visage, ben, en gros, quand tu vas avoir un visage qui va apparaître à l'image, eh bien, il va faire en sorte de bien l'exposer quand tu as un réglage en automatique, bien évidemment. Balance des blancs, rien de particulier. Tu vois, bah, directement, tu vas avoir différents presets de balance des blancs. Bon, ça, c'est classique. Après, ici, tu peux régler manuellement en Kelvin ta balance des blancs. Ou sinon, tu vas avoir bah, différents presets. Voilà. Donc là, directement, hop, tu fais 7. Ok, là tu vas avoir un petit carré qui va apparaître. Tu prends directement ta petite charte de blanc ou de gris à 18% pour faire ta balance des blancs et puis hop, c'est fini. Après, couleur et ton, bon là rien de très intéressant. Tu vas avoir les apparences créatives, pour faire en sorte que ce soit plus ou moins éclatant. Bon, ça, je laisse en standard puisque généralement je fais mon étalonnage après. Si je suis en profil standard, profil d'image, bah là tu peux changer entre tes différents profils d'image en sachant que bah, du coup tu peux choisir de te mettre en cinétone ou non. Puisque tout à l'heure, on a vu le mode Ciné AI, bon, ça c'est quand tu filmes en log. Mais si tu as envie de filmer en cinétone, tu te mets en PP11 et puis là, bah voilà, tu vas être en cinétone de base. Affichage zébra, ça c'est intéressant. Bah du coup là, tu peux dire à ton boîtier si tu veux qu'il affiche ou non les zébras. Et tu vas avoir différents modes personnalisés de zébra, différents niveaux. Voilà pour le zébra. Ensuite là, on change, on passe sur tout ce qui est mise au point. Bon, là c'est assez simple, directement mode de mise au point, ta vitesse de transition. Donc si tu vas passer par exemple d'un sujet qui est très proche à très loin, eh bien ça va être plus ou moins rapide. C'est ici que tu vas pouvoir gérer ça. Donc ça c'est très intéressant comme réglage. Assistance AF, je te conseille de l'activer. En gros, ça va te permettre bah, à la fois de combiner l'autofocus automatique avec la bague de mise au point. Zone de mise au point, bon ça on a déjà vu, c'est assez classique. Hein. Tu peux également choisir ce que tu veux afficher ou non quand tu vas être dans tes réglages, tu vois, dans tes réglages de zone. Voilà, donc s'il y a des choses que tu n'utilises pas, tu as la possibilité de les décocher. Ensuite, couleur du cadre quand tu vas avoir un spot. Donc imaginons tu mets un spot, voilà par exemple, hop juste là. Donc là en l'occurrence il est en rouge. Tu peux également voilà le mettre en blanc. Donc ça c'est classique. Hein. Normalement il est comme ça de base. Après AF visage et tout ça, bon ça c'est rapide. Hein. Est-ce que tu veux qu'il ait la priorité sur les visages? Bon en l'occurrence oui. Détection des sujets humains, oiseaux et tout ça. Ensuite réglage commutateur machin. Tu vas pouvoir bah, pareil sélectionner s'il y a des choses que tu n'utilises pas. Voilà, donc par exemple, si tu n'utilises pas tout ce qui est AF sur les oiseaux, bah, tu peux le désactiver. Affichage des cadres des yeux, ça il me semble que c'est sur off d'origine. Moi je préfère le mettre sur on, comme ça me permet de savoir quand voilà, il sait qu'il a un œil quoi. Priorité visage pendant l'enregistrement, bah ça il faut mettre sur on. Affichage cadre de mise au point, ça c'est intéressant. C'est arrivé avec l'Asset 4. Et bien tu vois directement ça va t'afficher une carte et ça va te permettre de savoir voilà, quand un objet va être net ou non. Ça, c'est très pratique, notamment pour des packshots. Voilà. Donc, imaginons, tu vois, j'ai un produit qui est juste là et ça va me permettre de savoir quand il va commencer à être hors champ, enfin hors focus ou non. Ensuite, affichage d'intensification. Donc, ça, c'est le focus picking. Donc, il l'appelle affichage d'intensification. Enfin, bref. Donc, là, tu peux le mettre sur on ou non. Niveau d'intensification, moi, je le mets sur élevé puisque généralement, les petits écrans comme ça, on voit pas très bien.
Ensuite la couleur du picking, bah ça dépend de ta scène, hein. Moi je le mets sur rouge puisque ça ressort bien, mais si tu as un produit qui est rouge, tu vas pas mettre le picking sur rouge. Ensuite réglage de connexion, donc ça peut être plutôt utile. Connexion au smartphone, donc ça c'est ce qu'il faut faire quand tu vas jumeler ton téléphone pour la première fois. Ensuite, connexion pendant l'heure tension, ça c'est intéressant. De base, c'est sur off. Il faut savoir que ça va pomper un tout petit peu la batterie quand même, puisque du coup le Bluetooth va être activé en permanence. Et en fait, ça te permet de faire en sorte que même si le boîtier est éteint, eh bien, tu puisses accéder à la galerie depuis ton téléphone. Donc ça, c'est plutôt cool. Je le fais tout le temps avec mon A7 IV quand je vais prendre des photos. Voilà. Prise de vue à distance, tu vois, juste là. Et ça, c'est plutôt cool. Ça permet de faire en sorte que bah, voilà, tu puisses te connecter à ton PC à distance. Alors moi, je le fais tout le temps en USB. Mais voilà, tu as la possibilité de te mettre en Wi-Fi. Et là, tu vois, il est sur off. Mais dès que je vais connecter mon USB, eh bien, il va me demander si je veux me connecter à un PC ou non. Et ça se fait comment? Ça se fait directement. Tu vois, tu vas aller dans la petite boîte à outils. Tu vas aller tout en bas dans USB et là, mode de connexion USB, sélectionner, s'y connecter. Donc ça, c'est super pratique. Ça te permet de, dès que tu vas connecter un USB, il va te demander qu'est-ce que tu veux faire avec. On va avoir diffusion USB, donc ça c'est pour tout ce qui est streaming. Le Bluetooth, fonction Bluetooth, bah moi je l'active tout le temps. Et puis après la boîte à outils, alors là il y a plein de choses intéressantes. Tu vas avoir la langue, réglage NTSC ou PAL. Si tu veux par exemple pour des slow-mo filmer jusqu'à 120 images par seconde au lieu de 100 pour pouvoir encore plus ralentir, et ben voilà, il va falloir se mettre en NTSC. Ensuite on va avoir tout ce qui est personnalisation du boîtier. Et là c'est hyper utile. Alors déjà tu peux soit directement paramétrer tes réglages en photo ou en vidéo pour avoir des trucs différents. Alors là ici on va se mettre en vidéo. Et tu vois, en fait, ici, je vais avoir plein de choses. Alors, je te les passe page par page pour que tu puisses faire exactement la même chose que moi. Donc ça, c'était en vidéo et puis en photo, finalement, c'est exactement la même chose. De toute façon, c'est pas une caméra que j'utilise pour la photo. Et puis après, réglage pour tout ce qui est lecture, et bien ça, il me semble que j'ai mis la même chose. Ah non, sur le dessus, j'ai mis la possibilité d'agrandir mes photos ou non. Et puis directement ici, avec le bouton Rec, et j'ai mis si je veux sélectionner mon support. Donc par exemple, quand j'ai des vidéos sur ma carte numéro 1 ou 2, eh bien, je vais pouvoir switcher ma galerie de la carte 1 à la 2. Ensuite, réglage menu FN. Alors ça, c'est très très intéressant et c'est important de prendre du temps là-dessus. En gros, j'ai mis à peu près les mêmes choses sur mon A7 IV et sur ma FX30 de manière bah, à ce que ça soit la même chose, quoi, que je ne sois pas dérangé en passant d'un boîtier à un autre. Alors, sur tout ce qui est menu FN, je vais avoir tout ce qui est réglage audio, le mode silencieux, ensuite vitesse de défilement de l'enregistrement, donc pour filmer, pour pouvoir changer ma cadence d'image, quoi. Ensuite, mode de mise au point, donc là je peux choisir soit AF ou MF. Réglage du niveau de zébra, donc ça c'est pour pouvoir régler bah, directement mes niveaux zébra. Tu vois, par exemple ici je peux switcher entre mes différents presets. Et puis juste en dessous, je vais pouvoir activer ou non le zébra. Le picking, à savoir que le picking, généralement je l'active directement avec le bouton personnalisable qu'il y a sur l'objectif. Les réglages de stabilisation, le focus map, et puis après vitesse de transition et vitesse de changement de sujet. Alors ça c'est intéressant, je te conseille de le mettre, c'est quelque chose que je change parfois. Et réglage support d'enregistrement, pouvoir switcher de ma carte 1 à la 2. Et puis en photo, voilà, on va pas passer longtemps, donc là c'est réglage de l'entraînement, à savoir qu'on n'a pas de mode rafale. Donc ça n'a pas grand intérêt. Réglage du look, bon ça j'utilise jamais. Est-ce que je vais enregistrer en RAW ou en JPEG, donc ça ou en TIFF, je peux régler ça. Stabilisation, correction de l'exposition, optimisation de la plage dynamique. Ici, mes modes de mesure si je me mets en automatique. Et enfin, prise de vue à intervalle. Donc ça, c'est pour faire des time-lapse. Après, bon, tout ça, on s'en fout. Règle avec le bouton déclenchement, ça, de base, c'est désactivé. Et en fait, ça va te permettre de pouvoir enregistrer en appuyant sur le bouton de l'obturateur qui est devant. Puisque de base, s'il est désactivé, tu vois, hop, tu peux pas filmer en appuyant sur ce bouton. Et quand il est activé, hop, bah tu vois, je peux enregistrer. C'est hyper intuitif. Écran, luminosité de l'écran, bon ça, tout ça, j'avais mis directement dans le menu favori. Option d'affichage, bon là, il me semble que j'ai pas changé grand chose, hein. J'affiche le timecode. Aide affichage gamma, ça c'est pour afficher des luttes. Bon ça du coup c'est automatique via le menu principal. Affichage du fichier, voilà, donc là directement il est marqué en bas. Ensuite, option d'alimentation, ça très très important. Donc de base, tu vois, tu vas avoir ce réglage en mode standard. Et sur tous les boîtiers Sony, je te conseille de le passer en mode élevé. Voilà. En gros, ça va te permettre d'avoir
pas de problème de surchauffe. Enfin, ça dépend des boîtiers puisque la dissipation sera différente, mais la jauge de niveau de température sera beaucoup plus élevée, ce qui fait que tu vas pouvoir filmer beaucoup plus longtemps normalement. Option du son, donc ça, tu peux régler le volume du haut-parleur pour ta galerie. Contrôle des channels, donc ça va être utile si tu mets la poignée XLR, donc soit tu peux gérer différents channels, voilà, on va pas détailler. USB, bon ça du coup on a déjà fait un petit tour, je mets également alimentation USB, ça il me semble que c'est désactivé, il faut le mettre sur on, voilà, comme ça tu peux recharger ta batterie via l'USB. Les sorties externes, ça c'est très intéressant, c'est tout ce qui touche à l'HDMI finalement. Alors résolution de l'HDMI des vidéos, bon ça je le mets sur full, pourquoi se casser la tête, mais si tu mets par exemple des transmetteurs et tout ça, faut peut-être le mettre en automatique. Affichage info HDMI, bah, c'est pour afficher les informations de l'écran sur l'HDMI, c'est ce que j'ai fait. Commande HDMI, bah, voilà, c'est pour ordonner des choses. Moi, je te conseille de le mettre sur on. Réglage sortie HDMI, bon là ça va être intéressant. Pareil, je ne vais pas y toucher puisque là j'enregistre en externe. Réglage de la sortie, donc là par exemple si tu veux enregistrer en externe, il va falloir le bloquer en 4K. Au sortie RAW, bah, là directement tu peux activer la sortie, à savoir que tu peux uniquement enregistrer en RAW en ProRes, mais pas en bi-RAW. Pour l'instant, il n'y a pas le bi-RAW, c'est pour ça que ça me fait chier parce que j'ai un Blackmagic. Mais voilà. Sortie timecode, bah, directement le timecode va être synchronisé entre la caméra et le moniteur, donc ça tu mets sur on. Commande rec, ça c'est très intéressant. Quand tu vas filmer sur ta caméra, tu vas appuyer sur un bouton rec de ta caméra, et bah ça va enregistrer sur le moniteur. Ça va lancer l'enregistrement sur le moniteur, ça c'est très intéressant. Et sortie channel audio, bon ça je le laisse en classique. Option réglage, tu vas avoir tout ce qui est LED, les voyants du tournage, donc c'est toutes les LED. Moi je les ai mises sur tout activé. Si tu as besoin d'être discret, tu peux toutes les désactiver par exemple. Et bien voilà, maintenant mon setup est prêt. Tu vois, donc là ici je vais avoir ma loupe, donc ça c'est très pratique. Pour l'instant je suis sur une configuration du boîtier que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai réussi à trouver les bons trucs et puis avec mon A7 IV, je trouve que c'est pas mal cohérent. Voilà pour tout ce qui est réglage du boîtier, on a parlé de beaucoup de choses, finalement c'est très complet et je suis sur une configuration là qui me plaît beaucoup. En plus en combo avec mon A7 IV, je trouve que c'est une bonne configuration que j'ai faite. Donc là directement via les boutons, bah là directement je peux régler mes zones. Ici ma balance des blancs, mes ISO. Directement sur le raccourci 5, eh bien, je peux afficher mon menu principal. Je vais avoir le menu FN. Directement pour pouvoir switcher entre mes deux bases ISO, eh bien, tu l'as vu via les réglages que je t'avais affichés. Eh bien, via le bouton shutter qui est juste là, eh bien, je peux switcher entre ma base haute et ma base basse. Maintenant, on passe à tout ce qui est connectivité rapidement. Alors, l'avantage de la FX30, la FX3 aussi, si je dis pas de bêtises, enfin toutes les dernières caméras de chez Sony, il faut que tu regardes, mais c'est vraiment les plus récentes. Et bien maintenant, tu peux les contrôler via l'application Creator App sur iOS et Android. Avant, c'était Imagine Age et Creator App marche vraiment bien. C'est-à-dire que c'est plus moderne, c'est mieux agencé, je trouve ça vraiment meilleur. Quand tu crées un compte, tu as 25 Go sur le cloud Sony et donc du coup, ça te permet d'importer directement tes images sur le cloud. Après, tu peux acheter du stockage et tout ça. Et donc directement, tu peux switcher entre mes deux caméras, entre mon A7 IV ou ma FX30. Et donc là, imaginons que je veux me connecter à ma FX30, et bien je fais switch to this camera, remote shooting. Hop, là il va me demander de me connecter. Et voilà, directement je suis connecté. Alors en fonction de ton réseau et tout ça, tu vas avoir plus ou moins de latence. Ce qui est intéressant, c'est que directement tu vas pouvoir passer de la mise au point à l'infini ou à quelque chose de proche, changer tes réglages d'enregistrement et tout ça. Tu peux également accéder au menu, voilà, donc ça je te déconseille de toucher, mais voilà, tu as pas mal de choses. Voilà pour l'application Creator App, tu vois ici tu as accès au cloud et tout ça, enfin c'est vraiment cool. Contrôle caméra, donc là tu vois elle est online, voilà. Je peux également switcher avec mon A7 IV, bon là il est vrai que je vais pas faire ça. Ensuite concernant l'application sur Mac, donc là hop je vais lancer l'enregistrement de l'écran. En fait j'utilise tout le temps, vraiment tout le temps. Dès que je suis comme ça en train de shooter en face cam et tout ça, je connecte ma caméra via USB sur mon Mac, ce qui fait que j'ai quasi zéro latence, enfin il y en a un tout petit peu. Et puis là directement, je vais avoir toutes mes informations. Alors le problème c'est que Imagine Age sur ordinateur, il commence à être vieux. J'aimerais bien qu'il y ait une mise à jour quand même puisque parfois tu as des trucs où tu n'as pas accès. Mais voilà, de manière générale, tu as ce qu'il faut. Voilà, donc tu peux gérer l'enregistrement, les vidéos, les réglages voilà, d'exposition et tout ça. Couleur, on va mettre ça en rouge ou allez, en blanc, ok. Et puis là, voilà, tu as tous tes marqueurs, donc ça marche vraiment bien. Tu as aussi la loupe de mise au point.
tu peux déclencher, voilà, et ça marche aussi en Wi-Fi. Voilà, donc tu peux connecter tes caméras en Wi-Fi sur ton ordinateur. Donc ça marche plutôt bien. Parfois, la caméra refuse de se connecter, ça va te mettre une alerte. Il faut que tu redémarres ta caméra. Voilà, donc tu l'éteins, t'enlèves la batterie et que tu remets la batterie. Comme ça redémarre vraiment le Bluetooth et tout ça. Tu vas pouvoir l'installer directement depuis le site de chez Sony. Et puis après, on a également Catalyst Browse qui a eu une mise à jour. Donc ça, c'est vraiment cool. Il n'y a pas très longtemps. Et donc Catalyst, ça va te permettre, tu vois, il va s'ouvrir, de stabiliser tes plans en post-prod, même si tu as la stabilisation active activée. Donc là, tu vois, directement, tu peux accéder à tes médias. Bon, ça n'a rien à voir, hein. Ça, c'est les vidéos de mon drone. Mais imaginons que c'était les vidéos de ma caméra voilà, de chez Sony, eh bien j'aurais pu stabiliser. Tu as toutes les métadonnées qui sont juste là. Tu peux faire de l'étalonnage. Voilà, donc là tu peux faire ajustement, ajustement de la couleur. Et puis là tu vois, tu vas avoir tous tes scopes. Tu peux gérer tes courbes et tout ça. Et puis après re-exporter. Donc ça c'est pareil, ça marche plutôt bien. Voilà, et bien écoute, c'était un tuto qui était très complet, je trouve. Dis-moi ce que tu en penses et dis-moi si tu as des choses à ajouter. Si tu as des questions surtout, bah, n'hésite pas dans les commentaires. Voilà, c'est fait aussi pour ça, ce genre de contenu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Très bientôt, je ferai la vidéo sur la 7.4, de pareil de tous les menus, toute ma configuration qui ressemble quand même un petit peu. Et voilà, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous, aujourd'hui